Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Déclic. Aujourd'hui, on va parler de Google Chrome qui intègre les passkeys avec potentiellement la disparition des mots de passe. C'est juste après ça. Allez les amis, donc on commence avec le programme du jour et aujourd'hui un programme assez chargé, pas mal d'actualités comme d'habitude, et on va commencer avec un article du blog du modérateur, donc le blog du modérateur qui nous parle du coup de l'intégration des passkeys. Donc on en avait déjà parlé sur une précédente matinale, mais là ça devient très concret puisque Google Chrome intègre en fait cette nouvelle fonctionnalité sur une nouvelle version. C'était en test sur Google Canary, donc Google Canary qui est la version pour les développeurs, et dès lors c'est intégré, donc je vais un peu vous montrer comment est-ce que ça fonctionne. On enchaînera également sur Orange, donc le réseau mobile Orange qui a annoncé pouvoir tenir jusqu'à 20 minutes en cas de coupure électrique. C'est vrai qu'on n'en a pas tellement parlé ces derniers temps, mais potentiellement, je pense que vous êtes au fait de ce qui se passe, et donc potentiellement des coupures électriques qui nous guettent, on va dire. Qu'est-ce qui se passera dans ces cas-là? Quelles vont être les conséquences? On verra ça ensemble. Ensuite, un article de l'éclaireur Fnac qui parle justement de la dernière version de Chrome, donc voilà, une matinale placée sous le signe de Google Chrome aujourd'hui avec pas mal de nouveautés, et la dernière version qui intégrerait en fait des fonctionnalités d'économie de batterie, donc des fonctionnalités assez intéressantes, puisque je pense que vous qui potentiellement utilisez ça au quotidien, vous savez qu'en termes de performance, Google Chrome c'est pas trop ça, et il y a des fois c'est assez gourmand et assez énergivore. Et puis on reviendra sur un petit point aussi du blog du modérateur sur de l'actu Twitter. Ça fait quelques temps qu'on n'a pas fait un point sur la situation, donc je vous résumerai un petit peu tout ce qui s'est passé avec, aux surprises, l'intégration d'un comment dirais-je, de Twitter Blue qui avait été supprimé et qui maintenant revient au devant de la scène avec de nouvelles conditions. Et puis comme annoncé précédemment, du coup on terminera par un petit quiz tous ensemble sur voilà, un quiz en direct. Vous pourrez tous participer, puis on verra qui est-ce qui sera l'heureux ou l'heureuse gagnant de ce quiz, évidemment sur de la thématique en lien avec le web. Voilà les amis, est-ce que ça vous va comme programme? Est-ce que ce programme vous va? Ah, et petite nouveauté aussi que je vous ai pas mis, désormais je vais pouvoir afficher mon nom comme ceci. Voilà, vous l'avez juste là, avec mon hâte et tout. On fait tout comme les professionnels, tout pareil. Comme ça, au niveau des interviews et tout, on pourra mettre les petits noms et tout des invités, ça va être fait. D'ailleurs, ça me fait penser que je dois vous rappeler que ce vendredi, première interview. J'espère que vous avez bien noté ça dans vos agendas. Donc là, on fait la matinale, vendredi matin également, matinale comme d'habitude. Sauf que à 13h, on se retrouvera pour une interview du coup de Bastien, donc Bastien Maréco qui est web designer et streamer slash youtubeur, qui viendra nous parler un petit peu de son parcours, et on discutera également de l'intégration de l'intelligence artificielle dans le monde du design. Voilà un petit peu pour le programme de vendredi. Donc ça c'est vendredi 13h. La matinale reste évidemment et sera en place. Allez, voilà les amis, donc on commence rapidement avec ce premier article du blog du modérateur. Comment se connecter sans mot de passe sur Chrome avec les passkeys. Donc les passkeys, on en avait déjà parlé, sur une matinale où, donc grosso modo, c'est une... Alors, j'ai mon micro qui n'est pas droit, voilà. C'est une technologie qui est amenée à bien progresser et à être présente de plus en plus. Donc voilà, potentiellement c'est quelque chose auquel il faudra s'adapter, et qui serait la fin des mots de passe, qui viendrait du coup voilà, porter un coup fatal, on va dire, aux mots de passe, puisque cette technologie a l'avantage d'éviter finalement l'emploi de mots de passe qui est un peu moins sécurisé, on va dire. Donc ça avait été annoncé depuis pas mal de temps, mais voilà, il y avait beaucoup de choses qui étaient encore en bêta, et là le fait que Google Chrome l'intègre, sachant que Google Chrome, je pense, sans me tromper, je pense que c'est le navigateur le plus utilisé, ou en tout cas un des plus utilisés, ça fait passer un step. Donc ça veut dire que potentiellement, dès lors que cette mise à jour sera en place, vous allez pouvoir vous connecter à plein de sites internet sans l'utilisation d'aucun mot de passe. Donc on lit rapidement l'article.
Google Chrome a annoncé la mise à jour de Chrome Stable M108 qui inclut désormais la prise en charge des passkeys ou clés d'accès en français. En phase de test depuis octobre dernier sur Chrome Canary, la version du navigateur réservée aux développeurs, donc ça c'est Chrome Canary, ces passkeys permettent de sécuriser la connexion à un site web ou une application. Donc vraiment au travers de ces passkeys et au travers de l'utilisation de Google Chrome, vous pourrez vous connecter à voilà, à une palanquée de sites web directement. Concrètement, les clés d'accès offrent la possibilité de se connecter à un service sans mot de passe en proposant une clé d'identité unique stockée directement sur votre appareil, votre ordinateur, smartphone ou clé USB en local. Donc voilà, ces clés seront stockées sur vos devices, périphériques, merci, vos périphériques de confiance. Donc ça sera directement stocké en local. Ensuite, il vous suffit simplement de vous identifier à l'aide d'une donnée biométrique. En somme, les passkeys reprennent le même principe que la double authentification, avec 2 niveaux de sécurité, à la différence qu'aucun mot de passe n'entre en jeu. La sécurité est donc largement améliorée. Donc ça veut dire que vous avez en fait une clé unique d'identification qui est stockée sur vos propres périphérique. Et donc quand vous vous connectez à un site, il va falloir via une donnée biométrique, donc soit de votre empreinte digitale ou une analyse rétinienne, je sais plus, je crois qu'il il me semble qu'il y a les deux. Vous allez pouvoir comme ça, alors c'est pas de l'analyse rétinienne je crois, je sais pas si c'est pas reconnaissance du visage, il me semble qu'ils en parlent un peu plus dans l'article juste après, mais grosso modo via une identification biométrique, vous allez avoir accès à cette clé et bien prouver que vous êtes vous quoi. Les clés d'accès ne peuvent pas être réutilisées, ne fuient pas lors de brèches dans les serveurs et protègent les utilisateurs contre les attaques de phishing, explique Google. A noter que les passkeys sont basés sur la norme FIDO, intégrée par Google, Apple et Microsoft, et sont donc fonctionnels sur différents systèmes d'exploitation et navigateurs web, ainsi que sur les sites internet et applications qui prennent en charge cette technologie. Donc comment activer et utiliser les passkeys sur Chrome? Donc avec Chrome Stable M108, donc ça c'est le nom de la mise à jour. Les passkeys sont accessibles sur Windows 11, macOS et Android à la condition que les sites et applications utilisent l'API d'authentification WebHotN, je sais pas comment on prononce, comme le fait PayPal par exemple. Pour utiliser une clé d'accès sur un site, il faudra tout d'abord configurer cette méthode d'authentification. Ensuite, sur mobile, il vous suffira d'utiliser la reconnaissance faciale ou l'empreinte digitale, voilà, c'est reconnaissance faciale, pour vous connecter au service en question. Ce nouveau moyen de connexion vous sera alors proposé lors de vos prochaines visites sur le site. Donc effectivement, il y aura un temps de propagation, je pensais, c'est-à-dire qu'il faut que les gens intègrent ça sur leur site, mais il y a fort à penser que ça va de plus en plus se démocratiser, puisque visiblement c'est appelé à être quelque chose de beaucoup plus sécure. Donc voilà, sachez qu'il faudra potentiellement s'adapter un petit peu à tout ça. Sur desktop, la procédure d'utilisation diffère légèrement. Si vous souhaitez utiliser une passkey, le site en question affichera un QR code, puisqu'évidemment il n'y a pas forcément accès aux données biométriques. Donc il vous affichera un QR code à scanner avec votre smartphone pour procéder à l'étape d'identification via une donnée biométrique. Voilà, donc vous scannez un QR code et ensuite depuis votre smartphone vous pouvez faire ça. Ce qui pose quand même la question, malgré tout, je réfléchis en même temps que je lis, ça pose quand même vachement question sur le fait qu'aujourd'hui, alors je suis d'accord, tout le monde a un smartphone, etc. Mais ça veut dire que on est plus ou moins obligé d'avoir un smartphone si jamais ça se démocratise. Sans smartphone, vous ne pouvez pas vous connecter visiblement. Donc je suppose qu'il y aura bien d'autres façons après de se connecter. J'imagine que ça va se démocratiser, mais bon, voilà, ça c'est le principe de base en tout cas. Bon à savoir, les passkeys peuvent être synchronisés via Google Password Manager. La compatibilité avec les autres gestionnaires de mots de passe devrait également arriver prochainement. Donc voilà, ça c'est aussi l'idée que d'un point de vue pratico-pratique, si vous stockez par exemple potentiellement, vous arrivez sur un site, vous créez votre
enfin, vous vous identifiez en fait. Si potentiellement vos clés qui sont stockées en local, vous allez sur un autre de vos appareils, il faut que ça puisse se synchroniser. Et donc potentiellement, si vous utilisez un gestionnaire de mots de passe ou visiblement Google Password Manager, qui sera la solution de Google, vous aurez la possibilité justement d'avoir cette fameuse synchronisation qui fait que si vous vous authentifiez sur, mettons, votre Mac, vous pourrez juste après à votre ordinateur, je sais pas, un autre PC que vous avez ailleurs, vous connecter également puisque ce sera synchronisé. Voilà, donc l'utilisation des passkeys qui, je pense, enfin j'espère, viendra encore renforcer la sécurité. De mémoire, je crois que justement ça permet de contrer aussi toute la partie phishing. Ça évite le phénomène du phishing qu'on connaît tous et que vous avez peut-être subi. Et donc ça permet potentiellement d'être beaucoup plus sécure. Voilà, alors qu'est-ce que vous en pensez les amis? Moi la question que je me pose et la question qui est ouverte comme je vous disais, c'est j'espère évidemment qu'il y aura quand même des solutions de repli. J'aimerais bien savoir aussi comment est-ce que ça va se passer en cas de... voilà, si jamais on a potentiellement on a notre périphérique qui est volé ou autre, ou qui est cassé. Si vous avez que le téléphone et que c'est cassé, comment vous faites? Parce que, ok, ça va être synchronisé dans le cloud, mais ça veut dire qu'il faut avoir accès à un autre périphérique, en fait, sans quoi vous ne pouvez pas vous connecter à quoi que ce soit. Donc voilà, j'espère qu'il y aura des petites solutions de repli en tout cas, et que ça évoluera pas mal, mais sachez en tout cas que ça risque de se démocratiser très vite maintenant que c'est intégré à Google Chrome. Je pense que voilà, ça fait partie des steps un petit peu clés, on va dire. Voilà pour ce premier article du blog du modérateur. On va enchaîner assez rapidement du coup sur l'article suivant de Numérama. Donc un article sur le réseau mobile Orange. Donc du coup la question qui se pose de en cas de coupure, puisque voilà, vous n'êtes pas sans savoir qu'en ce moment on est un peu en période de sobriété numérique, comme c'est le terme un petit peu à la mode. Et donc l'idée est de se dire ok, mais que se passera-t-il si jamais on a une coupure, puisque tout ce qui est relais, antenne, etc., enfin tout fonctionne plus ou moins à l'électricité, enfin il y a beaucoup de choses qui fonctionnent en tant que telles. Donc même si vous potentiellement vous avez un smartphone qui a une batterie voilà, une durée de batterie longue, ok, mais potentiellement tout ce qui est réseau, que ce soit quel que soit le fournisseur d'accès, est-ce qu'il n'y aura pas des coupures qui font que grosso modo vous aurez plus de 4G, vous aurez plus rien? Donc ça c'est la question qui est un peu posée sur la table ce matin et qui a été traitée du coup par Numérama, concernant Orange en tout cas, et Orange qui annonce 20 minutes d'autonomie en cas de coupure électrique. Donc on lit rapidement l'article. Quel sera l'effet d'un délestage électrique sur un réseau comme celui d'Orange? On le sait désormais avec des estimations fournies par l'opérateur historique dans un point d'étape partagé le 9 décembre 2022. Si une coupure électrique est décidée par le gestionnaire du réseau électrique, RTE, pour alléger la demande, alors toutes les communications tomberont dans la foulée. Bonjour à toi Kiro qui arrive pour la première fois dans le stream, bienvenue à toi. On est en train de faire un petit tour de l'actualité web, on lit 2-3 articles et puis juste après on va faire un petit quiz pour essayer de voir quelles sont vos connaissances en la matière et avec pas mal de petites actus assez rigolotes et assez sympathiques, tu vas voir. Donc on fera un petit quiz d'ici quelques minutes tous ensemble et tu pourras évidemment y participer. Alors là on est en train de traiter du coup un article de Numérama. Qui parle du coup en cas de coupure électrique, qu'est-ce qui va se passer sur le réseau Orange. Donc je disais 20 minutes de fonctionnement en plus avant la coupure, donc toutes sauf les communications mobiles. Il s'avère que l'entreprise sera encore en mesure de maintenir les liaisons pendant une vingtaine de minutes environ. Ce sursis bref est possible grâce à la présence de batteries de secours situées sur ces antennes relais. Passé ce délai, l'acheminement ne sera plus possible, le réseau sera inopérant. Donc ils disent que visiblement ce sont l'un des rares fournisseurs d'accès, enfin en tout cas l'un des rares opérateurs télécoms avec ses propres antennes à avoir justement ce système de batterie de secours. J'aimerais bien savoir du coup comment ça va se passer pour les autres, parce que je sais qu'il y a quand même pas mal de des fournisseurs d'accès qui passent par les infrastructures d'Orange, donc visiblement eux je suppose ne vont pas être touchés. Mais qu'est-ce qui va se passer en fait pour les autres infrastructures, c'est toute la question.
Du coup, ces coupures seront localisées si jamais elles survenaient. Tout le territoire ne sera pas plongé dans un blackout contrôlé pour diminuer la demande en électricité face à la suffisance des moyens de production. Elles ne doivent pas non plus durer excessivement longtemps. On parle d'une interruption électrique d'environ 2 heures. Après cette période, la plupart des antennes relais reviendront à la normale sur le réseau et se remettront à fonctionner. Orange estime que 80 à 85% de ces installations n'auront pas besoin d'être relancées, mais pour les 15 à 20% restants, l'opérateur prévoit de déployer des techniciens pour des relances manuelles. Les coupures pourraient donc durer. Donc ils ont quand même une grosse partie de leur réseau qui se relancera de façon automatique, ce qui est plutôt cool. Néanmoins, voilà, nécessité d'avoir une relance manuelle, ce qui veut dire que en fonction de là où vous vous situez, puisque visiblement ça va être un peu cartographié, ça sera par zone, ben, potentiellement si jamais vous avez une antenne à relancer manuellement, ça sera un peu plus long pour vous. Le délestage pourrait survenir à partir de janvier 2023 d'après les évaluations d'Orange. Rien ne dit néanmoins que ces coupures auront effectivement lieu, car des mesures sont prises pour empêcher leur survenue. Il s'agit de limiter la consommation du pays et remettre en route les nouveaux réacteurs nucléaires. Les coupures seront annoncées 3 jours avant. Donc ça, je pense que c'est plus de l'ordre du global. Il y a une application qui existe d'ailleurs, je ne me souviens plus de son nom. On va chercher ça, application coupure électrique. EcoWatt, voilà, c'est ça. L'application EcoWatt, du coup, mise en place par le service public et qui vous permet en fait d'avoir une espèce de météo on va dire, de l'électricité et de est-ce que oui ou non on va être coupé prochainement. Donc ça, EcoWatt, si jamais vous voulez la télécharger, c'est évidemment disponible sur les stores et ça vous permettra de voir un petit peu ce qui se passe. Après, si vous suivez un petit peu l'actualité, je pense qu'il y a pas mal de journaux télé ou de choses comme ça des fois qui le mettent, puisque c'est de la veille pour le lendemain et à chaque fois on a une visibilité, on va dire, on a une avance. C'est pas genre il vous annonce et 1 heure après c'est coupé quoi. Donc potentiellement vous pouvez vous renseigner par ce biais là. Voilà, donc la question de la sobriété numérique et la question de coupure électrique, puisque je pense que si vous suivez si vous suivez un petit peu Déclic, c'est que potentiellement vous faites partie de ce secteur là et donc ça veut dire que potentiellement on risque d'être tous plus ou moins touchés et tout simplement être au chômage technique si jamais il y avait plus d'électricité et des coupures pendant quelques heures. Donc je sais pas si vous êtes organisé vous de votre côté, je sais même pas en fait comment est-ce que, j'avoue qu'en termes d'installation électrique je suis pas trop la personne référente, mais comment est-ce qu'il est possible après de maintenir une activité, sauf à avoir un générateur là, qui fonctionne à essence, etc. Mais bon, moi personnellement, j'ai pas ça dans mon jardin. Donc voilà, c'est une question en tout cas qui remet un petit peu qui nous remet aussi un petit peu en question, hein, parce que clairement aujourd'hui, sans électricité, on n'est pas trop bien et ça fait tomber toute une branche, on va dire. Toute une branche dédiée au numérique et beaucoup de secteurs aujourd'hui qui sont dépendants vis-à-vis de ça. Même des secteurs qui ne sont pas en fait directement dans le digital. Aujourd'hui, il y a tellement de choses qui sont digitalisées que potentiellement même dans le médical ou dans plein d'autres choses, toute la data est stockée en ligne, beaucoup de progiciels, ce genre de choses qui font que si jamais demain tu n'as plus de courant, tu peux plus bosser quoi, tout simplement. Alors je lis dans le chat, Bob qui met « Let's go, tous acheter un groupe électrogène ». Ouais, alors c'est peut-être un peu overkill par contre. acheter directement un groupe électrogène. Puis quand tu vois... Alors si je me trompe pas, les groupes électrogènes, ça fonctionne... C'est sur essence, non? Je sais plus. Comment ça fonctionne? Comment tu fais tourner un groupe électrogène? Et quand tu vois le prix du carburant, je me dis que... attends. Si je mets carburant, groupe électrogène... Essence ou diesel, ouais c'est ça. Donc ça veut dire que tu risques de douiller quand même un petit peu. Margot qui met, on pourra même pas jouer à la PlayStation. Ben ouais. Ouais, alors moi je suis pas un très gros joueur de PlayStation, par contre je suis un très gros consommateur du digital, comme tu peux t'en douter. C'est-à-dire que même quand je suis pas dans le boulot, je suis toujours en veille, j'essaye toujours de regarder un peu ce qui se passe, etc. Beaucoup de tutos, de choses comme ça. Donc c'est surtout à ce niveau-là que je risque de me faire avoir.
Hello Cine, salut à toi. À l'essence. Ah, il me semblait bien que c'était à l'essence que ça. Enfin, je savais que c'était. Je savais plus quel carburant, mais il me semblait bien que c'était un truc dans le style. Essence égale prog écologique égale encore plus de problèmes plus tard. Donc non. C'est clair. Ah oui, non, mais là, en termes d'impact d'empreinte carbone, je pense que là, t'es au pire du pire. C'est-à-dire que non seulement tu consommes, tu passes par, tu vas, je sais pas, streamer ou faire des activités qui auront un impact écologique, mais en plus de ça, tu utilises de l'essence pour faire tourner ton truc et avoir de l'électricité, quoi. Entre l'essence et l'électricité, c'est un peu l'enfer, ouais. On est dans une période qui est un petit peu compliquée, je pense, pour tout le monde. Et voilà. Et après, bon, ça pose question de beaucoup de choses, hein, parce que nous, bon, on fait des sites web, quoi, tu vois, on sauve pas des vies, mais des personnes potentiellement qui sont sous assistance respiratoire ou autre, bon, ça pose aussi un certain nombre de choses, quoi. Parce que tu peux survivre pendant une demi-heure sans internet, par contre, demi-heure sans assistance respiratoire, ça fait un beau record du monde, quoi. Pas trop quel record du monde de plongée et d'apnée, mais bon. Ils vont être priorisés. Ben oui, oui. Alors après, je pense que dans, tu vois, tout ce qui est système de Alexis qui dit, ils vont être priorisés. Je pense que tout ce qui est hôpitaux, etc., non seulement vont être priorisés sur la partie réseau électrique, mais en plus, je pense que eux, pour le coup, doivent avoir des groupes électrogènes assez costauds, j'imagine, pour faire tourner tout ça. Enfin, je suppose. Parce que des coupures d'électricité, il y en avait déjà avant, style tout ce qui est, comment ça s'appelle, les orages ou ce genre de choses qui font que, voilà, ou si jamais il se passe quoi que ce soit sur la ligne, ils peuvent pas se permettre de dépendre à 100%, quoi. Il faut qu'ils puissent être en autonomie pendant, je dirais un jour, 2 jours au moins, un minima. Sinkime, oui, et de plus, ils ont des onduleurs. Ouais, c'est ça, des onduleurs. Mais alors, les onduleurs, ça a une durée de combien à peu près? Parce que de mémoire, moi je sais que j'avais bossé dans une boîte où on avait des onduleurs installés un peu partout sur les ordis pour éviter justement en cas de coupure, ben, l'onduleur prenait le relais. C'est-à-dire l'onduleur, du coup, c'est un petit appareil en gros que vous déposez sur lequel vous branchez électriquement en fait vos appareils, et si jamais il y a une coupure, ça se met à mettre un espèce de bip bip bip, et pour vous avertir que vous êtes passé sur le mode onduleur, qui est un peu en mode survie, quoi. Et mais l'électricité continue à tourner. Mais par contre, nous, je sais que nos onduleurs, bon, ça devait être des petits onduleurs, hein, ça tenait, je sais pas, peut-être 30 secondes ou une minute, quoi. C'était le temps de pouvoir éteindre l'ordi, en fait, et de pas faire tout cracher, de pouvoir sauvegarder ton projet, etc. Puisqu'à cette époque-là, il y avait beaucoup moins de choses sur le cloud qui étaient sauvegardées synchro automatiquement, donc voilà. Signe qui met, cela dépend de combien ils en ont et la taille de leur batterie. Ok, ouais, j'imagine qu'il y a une question de ça, de puissance, de taille, etc. Ok, 8h30 les gars, on avance si jamais on veut faire le petit quiz à la fin, avec du coup une autre actualité hyper cool de l'éclaireur Fnac. Donc l'éclaireur Fnac qui est, je pense, une espèce de blog de la Fnac, de toute évidence, et sur lequel je me renseigne aussi de temps en temps parce qu'ils font quelques articles assez sympathiques sur la partie web et digital. Et donc du coup, il nous annonce la dernière version de Chrome qui pourrait bien sauver l'autonomie de vos ordinateurs portables, puisque j'imagine dans le chat pas mal de gens utilisent, on va faire un petit sondage vite fait, histoire de se rendre compte. Je vais faire un nouveau sondage. Votre navigateur préféré. Donc on va dire, allez, Google Chrome. Safari, Opera, s'il y en a, IE, et après, qu'est-ce qu'on va dire, Firefox. Voilà, attendez, parce que je pense que je vais mettre Firefox, et après, je vais mettre Opera, ou autre. J'inclus dans Chrome, j'inclus tout ce qui est Chromium, hein, c'est-à-dire Brave et compagnie. Moi, par exemple, je suis sur Brave. J'inclus ça. Allez, une durée de 2 minutes. Hop, c'est parti pour le sondage. N'hésitez pas à aller répondre. Du coup, vous avez un petit sondage qui apparaît. Et ça apparaît au-dessus du chat. Vous pouvez cliquer en fait et m'indiquer quel est votre navigateur de prédilection sur lequel vous bossez. Moi, personnellement, du coup, c'est Chrome. Parce que je suis sur Brave. Donc, c'est un Chromium, on va dire. Donc, je vais pouvoir voter moi-même. Voilà.
Alors du coup, je vous indiquais la dernière version de Chrome qui pourrait bien sauver l'autonomie de vos ordinateurs portables, puisque le principal problème, l'un des principaux problèmes de Google Chrome aujourd'hui, je pense que vous n'êtes pas sans savoir ça, c'est que c'est très très énergivore, ça consomme pas mal, et puis ça fait des fois même planter, parce que si vous avez trop d'onglets ouverts ou autre, c'est pas hyper optime. Donc du coup, pendant que vous votez du coup sur votre petit sondage, j'attaque cet article. Réputé plutôt gourmand, Chrome va enfin permettre d'économiser de la mémoire et de la batterie sur les ordinateurs portables grâce à 2 nouvelles fonctionnalités. Le navigateur de Google, réputé pour sa vitesse mais moins pour son optimisation ou la confidentialité des données, déploie en ce moment 2 nouvelles fonctionnalités. Donc la première s'appelle Memory Saver et la deuxième Energy Saver. L'objectif pour l'entreprise est de limiter la consommation de RAM. Donc la RAM, c'est la mémoire vive, la mémoire immédiate du navigateur. Donc là, la consommation de RAM du navigateur et de faire durer plus longtemps la batterie d'un ordinateur portable. Alors ils annoncent jusqu'à 10 Go de RAM économisé, ce qui peut paraître assez considérable en fait à l'arrivée. Salut Etidou, bienvenue à toi. Arrivé dans les versions de test de Chrome 108, ces 2 nouvelles fonctionnalités devraient enfin aider les possesseurs de PC peu puissants ou les utilisateurs qui ont besoin d'ouvrir de nombreux onglets. Celles-ci seront totalement déployées dans les prochaines semaines sur Windows, macOS et Chrome OS. Le communiqué du géant de la tech nous indique qu'avec ces fonctionnalités, Chrome économisera jusqu'à 40% d'énergie et utilisera jusqu'à 10 Go de mémoire vive en moins pour faire tourner les onglets de manière fluide. Ça existe plus IE, DJP, oui, mais bon, t'as compris, c'est pas IE, c'est bon, je sais plus le nom, c'est quoi déjà, je l'utilise tellement pas en fait. Internet Explorer, c'est quoi déjà le nom? C'est plus Internet Explorer, c'est si, c'est Edge. Attends, tu me fais douter là. C'est IE11 qui est mort, mais il y a toujours Edge, non? Oui, voilà, bon, Microsoft Edge, vous avez compris. Jouez pas sur les mots, sans déconner. Bref, du coup, je continue rapidement. Memory Saver, pour commencer, vise à rendre plus fluide l'expérience des utilisateurs et utilisatrices sur le navigateur. Il arrive parfois que l'on décide de garder de nombreux onglets ouverts. Ces onglets non utilisés consomment beaucoup de mémoire inutilement sur Chrome. Ce mode d'économie va donc libérer la mémoire des onglets inactifs. Ceux-ci seront automatiquement rechargés à nouveau lorsque la personne reviendra dessus. Il sera possible d'exclure certains sites de Memory Saver dans les paramètres de Chrome. Donc voilà une partie paramétrage qui pourrait être également possible. Je lis quoi? Etidou Safari terrible. Ouais, il y a potentiellement des gens. Je regarde du coup le résultat vite fait du chat. Alors le résultat de notre petit sondage, voyons voir. Chrome, c'est pas si évident hein. Chrome à 50%, Firefox 38%, bon après vous n'êtes pas nombreux à avoir répondu. Et Safari, il y a quand même des gens qui utilisent Safari, donc voilà. Mais bon, Chrome reste quand même leader, sans trop de surprise. Tac, la batterie durable. Alors, du coup, donc ça c'est pour la partie, ce que je vous énonçais, Memory Saver, donc le fait de libérer de l'espace mémoire. Pour ce qui est de la batterie, donc la batterie durera un peu plus longtemps. Avec Energy Saver, Google va permettre aux utilisateurs d'ordinateurs portables d'économiser un peu plus sur leur batterie. En effet, Chrome est un navigateur assez peu efficient. Via une nouvelle option dans les paramètres du navigateur, il sera possible d'activer cette fonctionnalité et de déterminer quand elle doit fonctionner. Par exemple, l'ordinateur arrive à 20% de batterie, lorsque l'ordinateur arrive à 20% de batterie, Chrome limitera alors les activités et les effets visuels en arrière-plan sur les pages web visitées comme les animations ou les vidéos. Ce qui me fait penser que potentiellement, ce qui pourrait être vraiment cool, c'est que nous développeurs, nous ayons la possibilité de faire peut-être des... Ça, je pense que ce serait une sacrée idée, de faire en fait nativement des versions qui soient peut-être plus... Alors, le but quand même, ça serait qu'on reste sur des sites qui soient pas trop gourmands, etc. Mais ça serait bien d'avoir comme ça des doubles versions, un peu comme on a des fois comme on a le responsive, de pouvoir faire une version hyper light, hyper allégée, mais pensée et optimisée pour. Ça ferait plus de boulot, ça c'est clair, mais ça pourrait être vraiment cool avec beaucoup moins d'effets, etc.
Alors je termine l'article, donc Chrome libérait déjà automatiquement de la mémoire vive en désactivant les onglets inactifs sur les machines lorsqu'un certain pourcentage de RAM était utilisé. Cela devait aider les ordinateurs les moins bien équipés à garder quelques ressources et ainsi permettre à son utilisateur d'avoir l'expérience la plus fluide possible. Mais de telles options n'existaient pas encore à la demande sur navigateur Chrome. Voilà, donc vous avez également, ici, il montre un peu une espèce d'aperçu de ce que ça va donner, cette espèce d'extension. Donc le Energy Saver, là, avec la petite espèce de petite feuille. Et puis, je crois qu'en haut, on a également l'autre. Voilà, Memory Saver is on. Et donc, du coup, ils peuvent vous montrer un petit peu tout ce que vous avez sauvegardé comme RAM et éviter de mobiliser une partie de la RAM pour rien. Voilà, donc feature plutôt cool, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi je trouve ça plutôt cool. Chrome est quand même un navigateur hyper agréable avec beaucoup de choses qui sont plutôt cool, mais c'est vrai que ce côté consommation, il y a des moments, on a l'ordi qui commence à souffler sans trop qu'on se rende compte pourquoi. Oui, parce qu'il y a des gens qui encore ne sont pas sur des Mac avec la puce M1 ou M2 ou je sais pas quoi, et donc de temps en temps ça souffle. Donc du coup, ben, moi je trouve ça plutôt cool. Plutôt cool d'avoir de travailler en fait sur cette partie ici, même si on est bien d'accord que bah, le but c'est aussi que côté développeur et côté acteur du numérique, on vise quelque chose de beaucoup plus sobre. Essayez dès la conception de vos sites internet de faire en sorte d'avoir des choses qui soient beaucoup plus optimisées et beaucoup plus efficaces en termes de sobriété numérique. Mais voilà, je pense qu'il y a quand même pas nécessité à être plus royaliste que le roi et faire en sorte d'avoir aussi de temps en temps des petites animations, ça peut être toujours cool. Voilà, allez, on enchaîne sur le dernier article avant notre petit quiz du jour auquel vous pourrez tous participer évidemment, et on verra qui est-ce qui remporte le quiz du jour. Si jamais ce format fonctionne bien, d'ailleurs, le quiz, c'est plus un peu en test. Je voulais voir si ça vous intéresserait ou pas. Si ça vous intéresse pas, ben tant pis, on fera autre chose. Et si jamais ça vous intéresse, peut-être qu'on pourra essayer de rendre ça beaucoup plus travaillé. Et pourquoi pas faire un championnat avec quelqu'un qui gagne une fois par mois. Je sais pas, on pourrait faire gagner des trucs et tout. Je sais pas, ça pourrait être cool. Enfin bref, on va voir ça juste après, on va tester. Alors avant ça, du coup, on enchaîne avec un article encore du blog du modérateur. Donc je partage mon écran, les 5 nouveautés sur Twitter. Donc on fait notre petit point d'actu Twitter. Ça fait quelques temps qu'on n'en avait pas parlé. Je suis désolé, de temps en temps je suis obligé de couper le micro parce que j'ai encore le nez qui est un petit peu pris et je suis obligé de me racler la gorge et c'est pas trop agréable pour vous. Alors du coup, le blog du modérateur, 5 nouveautés sur Twitter. On regarde ça de suite et on commence cet article. Donc le compte officiel de Twitter l'a annoncé samedi, le retour de Twitter Blue. Le nouvel abonnement payant d'Elon Musk avait été suspendu à la suite de trop nombreuses usurpations d'identité causées par l'obtention de la coche bleue. Twitter a donc revu sa copie et propose un nouveau système de vérification des comptes et de nouveaux badges. On fait le point. Alors d'abord, première nouveauté, une nouvelle vérification pour obtenir la coche bleue. Pour éviter les dérives, Twitter a indiqué que les abonnés Twitter Blue obtiendraient la coche bleue à condition que leur numéro soit vérifié au préalable, ce qui n'était pas le cas au précédent lancement. Les abonnés bénéficieront aussi d'autres fonctionnalités telles que l'option pour modifier des tweets publiés, ça c'est très cool, le téléchargement des vidéos en 1080p et le Reader Mode pour mieux lire les threads. Pour rappel, Twitter Blue est disponible seulement aux États-Unis, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande et Royaume-Uni. Même si j'imagine qu'on peut s'attendre à ce que ça se propage si jamais ça fonctionne. Ensuite, des restrictions sur les changements de nom et de photos. Donc toujours dans le but d'éviter les débordements, Twitter explique que les abonnés de Twitter Blue pourront modifier leur identifiant, leur nom d'affichage ou leur photo de profil, mais cela aura pour conséquence de leur faire perdre leur badge bleu de façon temporaire. S'ils le font, ils perdront temporairement la coche bleue jusqu'à ce que leur compte soit réexaminé, précise la plateforme. Ensuite, autre point,
des badges dorés et gris pour certains comptes. Donc Twitter a également fait allusion aux nouveaux badges qui devraient voir le jour sur la plateforme. Voici ce qui va changer. Donc les entreprises recevront désormais un badge doré et les comptes liés aux autorités gouvernementales recevront un badge gris. L'objectif est de bien distinguer les types de comptes. Donc on le voit ici, on a un petit aperçu. Badge gris là par exemple pour le président Biden, badge bleu pour Elon Musk et badge doré du coup pour Twitter qui est donc qui indique plutôt que c'est une entreprise. Ensuite, autre point, bon après ça c'est des choses qui existaient déjà, mais voilà, maintenant c'est en place quoi. Autre point du coup, un prix différent entre iOS et la version web. Ça c'est intéressant, enfin c'est intéressant, ça risque de faire débat. Autre changement majeur, le prix de l'abonnement Twitter Blue est rehaussé à 11$ par mois si les utilisateurs souscrivent par le biais de l'App Store. L'objectif d'Elon Musk, compenser la taxe de 30% imposée par Apple sur les achats intégrés. Oui, puisque effectivement, quand vous allez faire de l'achat in-app, donc de l'achat en fait par le biais d'une application, vous êtes taxé sur l'App Store, donc voilà pour l'entreprise Apple, du coup, vous êtes taxé à hauteur de 30%, ce qui fait que forcément, pour eux, ça a un coût, donc ils montent en fait les prix et ils répercutent ça sur leurs utilisateurs. C'est un choix. Cependant, si les utilisateurs passent par la version web pour souscrire à Twitter Blue, ils ne paieront alors que 8$ par mois, ce qui veut dire qu'on a quand même une façon de se prémunir, on va dire, de cette hausse. Et avec ça, j'ai l'impression qu'Elon Musk fait un joli doigt d'honneur, on va dire, à Apple. D'ailleurs, je crois qu'ils ont été un peu en froid, il me semblait. Je sais plus. Je crois que j'avais vu passer quelques articles où il y a eu une petite période de tension. Après, ça s'était un peu apaisé. Mais là, du coup, faire un prix en fonction de l'endroit où vous l'achetez, pour moi, c'est quand même un joli doigt d'honneur à Apple pour dire, nous, on n'a pas envie de payer ou de se prendre une majoration, donc let's go, la version web, quoi. Pour rappel, Elon Musk s'était attaqué à Apple à la fin du mois, voilà, c'était ça. À la fin du mois concernant plusieurs sujets, dont les 30% de commission d'Apple et le potentiel retrait de Twitter sur l'App Store. Voilà, il me semblait bien. Donc, dernier point à noter, donc les tweets allongés jusqu'à 4000 caractères. Les rumeurs vont toujours bon train concernant les tweets plus longs. Actuellement, il est possible de publier des tweets de 280 caractères maximum, mais ce week-end, un utilisateur a demandé à Elon Musk s'il était vrai que Twitter allait augmenter le nombre de caractères à 4000. Le milliardaire a répondu au tweet par un simple yes. Comme vous pouvez le voir dans le tweet ci-dessous, pour le moment, nous avons peu de précisions sur le déploiement de ce changement, notamment si les tweets longs seront réservés ou non aux abonnés Twitter Blue, mais cela est fort possible à suivre. Voilà pour cet article, voilà pour ce petit point du blog du modérateur sur l'actualité Twitter. JP qui met Edge, c'est basé sur Chromium, oui, effectivement. Ah oui, ah ok, ça y est, je comprends. Je suis désolé, effectivement, c'est basé sur Chromium. Mon sondage était un peu caduque vu que je vous ai dit que tout ce qui était Chromium, on l'incluait dans Chrome, effectivement. Et Tidou, après, je pense qu'avec un VPN, ça peut être disponible. Donc, quand tu dis ça, est-ce que tu parles par rapport à quoi du coup? Ah oui, par rapport à Twitter Blue. Oui, potentiellement. Potentiellement, c'est-à-dire que tu vas utiliser ton VPN pour te localiser dans un autre pays, comme le font pas mal de gens, on va dire, sur les parties séries américaines ou ce genre de choses, j'imagine. Et puis, comme ça, tu peux avoir accès, ouais. Après, est-ce que ils vont pas contrer ça? Tu vois, typiquement, ils pourraient faire en sorte que, genre, t'aies un temps passé ou ce genre de choses, je sais pas. Genre, si tu passes X temps, au bout d'un moment, ils te grillent et, et ils te disent, non, mon gars, ça se passe pas. Ça se passe pas comme ça, je sais pas. Exemple, Popcorn a déjà le badge doré. Ah ouais, bon, c'est que ça doit fonctionner alors. C'est que ça doit fonctionner. Ok les amis, on arrive au temps fort de cette actu et de cette matinale. Et donc aujourd'hui, je vous propose de terminer avec un petit tour des actus rapides via un petit quiz. Donc je vous ai organisé ça, un quiz... Alors attendez, c'est perturbant parce que je me vois moi-même. Je vous ai organisé un petit quiz, donc 5 questions, pas de jingle pour le temps fort, pas encore JP, pas encore. J'ai déjà un jingle pour l'introduction, ce qui est très cool. Je vais travailler sur pas mal d'autres choses, je pense. J'essaye d'améliorer petit à petit le stream, mais je t'avoue que voilà, on a pas mal de choses d'autres choses à gérer. Typiquement,
travailler sur la chaîne YouTube et voilà, travailler sur la chaîne Replay, ce qui me fait penser d'ailleurs que je peux vous en reparler potentiellement, la chaîne Replay qui est déjà accessible si jamais vous voulez avoir un format un peu, voilà, revoir on va dire de façon différée l'actualité, n'hésitez pas à aller allez y faire un tour. Et surtout notre chaîne YouTube, très très important. La chaîne YouTube avec du contenu qui pop au fur et à mesure. On a commencé à en poster et on en a d'autres qui vont arriver. Voilà, donc si vous faites dans le chat, si quelqu'un peut faire point d'exclamation social, comme ça vous aurez accès à tout. Voilà, et Bob qui nous met directement le lien de YouTube, c'est du caviar. Bravo à toi. Très réactif ces modos. Ouais. Vraiment, vraiment très bon, on peut les féliciter. Alors les amis, on va commencer du coup cette petite partie, on va faire un petit round games, super appli d'ailleurs, hein, round games vraiment pour organiser des quiz, c'est très très cool. Donc je vais vous lancer une nouvelle partie et comme ça je vous explique les règles. Hop. Alors, ça, voilà c'est bon, c'est paramétré. Tac. Donc les règles, vous aurez 16 secondes pour répondre à chacune des questions, ok ? 16 secondes, ça va vite. Au début, j'avais mis 10 secondes, mais je me suis rendu compte que j'avais des questions, le temps de les lire et de lire les réponses, c'était un peu galère. Donc, vous avez 16 secondes. Si jamais voilà, c'est trop peu, on augmentera sur les prochains quiz. Vous avez également donc 5 questions, comme je vous ai dit. Score initial de chacun, 0. À chaque bonne réponse, donc vous avez un score qui ira entre 200 et 400 selon si vous êtes plus ou moins le plus rapide. À chaque fois, il y a un système de classement. Si vous êtes le plus rapide, vous avez 400. Si vous êtes le plus lent ou la plus lente, 200. Et entre en fait, bah, ça va aller, on va dire, de façon décroissante. En cas de non-réponse, c'est 0. En cas de mauvaise réponse, c'est moins 100. Donc voilà, ça va être quelque chose d'engageant. Salut Mine qui nous rejoint, coucou. Donc prête pour le quiz. Alors je vais vous partager une URL. Donc ce que je vous conseille, si vous êtes sur, et je l'ai pas encore mis le lien, t'inquiète pas, je l'ai pas encore mis. Si jamais vous êtes sur ordinateur, ce que je vous conseille, c'est ouvrir un autre onglet et de regarder sur cet onglet. Parce que là, vous me voyez en stream, mais je suis en décalage de 5 à 10 secondes, on va dire, entre le moment où je lance la question et le moment où ça part. Donc ce qu'on va faire, c'est que je ferai une pause entre chaque question, d'accord, pour quand même détailler l'actualité, parce que derrière, le but, c'est quand même de parler d'une actu. Je ferai une pause et ensuite, avant de lancer la question, je vous dirai remettez-vous sur votre onglet. Je vais lancer la question suivante, histoire que au niveau du temps, vous ne soyez pas lésés. Ok, donc vous inquiétez pas. Si vous êtes sur un téléphone, par contre, ça va être plus galère. Je ne sais pas trop comment faire. C'est plutôt bien d'avoir deux choses, je pense, ou alors, je sais pas. Organisez-vous comme vous voulez, mais voilà, ça risque d'être un peu à part. Donc je rappelle, 16 secondes, 5 questions. Vous avez 400 points si jamais vous êtes le plus rapide ou la plus rapide, 200 si jamais vous êtes le ou la plus lente, et après, ça va être au prorata de votre position, 0 en cas de non-réponse, et moins 100 si jamais c'est incorrect. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Je fais passer du coup le lien. Je vais demander au modo, s'il vous plaît, de bien conserver ce lien si jamais il y a d'autres personnes qui veulent participer, comme ça on le mettra. Donc je vous laisse le temps d'aller vous placer. Donc vous vous rendez sur ce lien-ci. Vous pouvez rentrer un pseudo, mettez votre pseudo Twitch, parce que sinon je ne vais pas savoir qui vous êtes. Donc mettez bien votre vrai pseudo Twitch, histoire que je sache qui est-ce qui est présent. Vous vous rendez sur cette URL, vous pouvez vous connecter, mettre votre nom. Alors là je vois qu'il y a Sin déjà qui est apparu. Il y a JP qui est là, Margot, Alexis, ça arrive. On a Loot, ok, salut à toi. Tu peux nous faire un petit coucou sur Twitch. Bob le connaisseur. Etidou, ok, je laisse quelques temps. Benta31 qui est présent également. Hello, alors c'est qui? 1007, je sais pas comment est-ce qu'on prononce ton pseudo. On peut pas mettre de chiffres, c'est-à-dire... Ah, mince, à la limite, mets-le en toutes lettres. Tu mets 1007, comme ça je saurai que c'est toi. Allez, je laisse encore quelques instants. Là, il y a on est combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personnes qui participent. Bon, il y a moi qui suis le 9ème, mais ça compte pas. Moi, c'est vraiment pour faire passer les questions. Et comme je connais les réponses, c'est pas trop drôle. J'aurais dû mettre un taux par la web. Alors, le but, c'est de savoir qui est-ce qui répond bien. Hein. Non, ce n'est pas mon site. Round.games, c'est un truc qui est très utilisé, on va dire, dans le monde du streaming. Pour les gens qui veulent organiser des petits quiz comme ça, c'est super sympa.
Et d'ailleurs, si ce format vous plaît, j'espère que ça vous plaira, vous me direz ça. Si jamais ça vous plaît, on fera, peut-être qu'on organisera des soirées avec quelque chose d'un peu plus conséquent. Ok, je connaissais pas, super. Je sais pas si tu veux participer par contre, mais si tu veux le faire, voilà, mettre de suite, mets 1000 à la limite, ou tu mets ce que tu veux en toutes lettres, et comme ça, je saurai que c'est toi. Et merci beaucoup 1007 du coup de nous rejoindre. Alors n'hésite pas. Et comme ça, je démarre d'ici, allez, je démarre d'ici 10 secondes à peu près. Voilà, donc vous allez voir, c'est hyper sympa. L'interface est vraiment bien pensée. Et puis du coup, c'est bien parce qu'on voit en temps réel en fait le classement, etc. Donc c'est plutôt rigolo. Et je pense que potentiellement, bah, peut-être on vous fera passer, on essaiera de vous faire gagner des choses si jamais ça fonctionne bien. 0.007, ok, allez, c'est parti. Ok, si tout le monde est prêt, je démarre sans plus tarder. Je monte vite fait le son de mon ordi pour qu'on ait... Voilà. Et on est parti, donc mettez-vous bien sur votre navigateur dès à présent, comme il y a la petite latence. Je démarre la première question sans plus tarder. Dans 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est parti. On démarre la partie avec une première question du coup qui va popper dans quelques instants. Quelle est la série ou émission de télé la plus recherchée en France en 2022 sur Google? Série ou émission de télé. On a Le Seigneur des Anneaux, on a Star Academy, on a Stranger Things ou House of the Dragon. Donc c'est en France, hein, attention, hyper important. La bonne réponse c'était la Star Academy. Alors moi personnellement ça a été une surprise, mais la Starac en fait ça a été le terme le plus recherché, puisque visiblement ben, ça a pas mal buzzé. Et on a Benta qui est en tête, qui a répondu le plus rapide en 8 secondes 94, qui remporte les 400 points. On a ensuite Etidou, 12,85, et puis Alexis qui est en 3e position sur cette première question. Donc pour pas vous... Alors je vais passer sur mon écran. Pour vous prouver que je n'ai pas menti, je vous montre du coup la petite actu. Alors je sais pas où est-ce que je vais la trouver matinale, mais je me la suis pas mise de côté. Je l'avais, mais je sais plus où je l'ai mis. Bon, je vous montrerai ça à la fin. Ah mince, Kélan. Attendez, regarde, je vais retrouver ça rapide. Je l'ai fait hier soir, donc je sais que... Tac, où est-ce que j'ai vu ça? Yes, c'est bon, j'ai trouvé. Donc c'est un article du blog du modérateur que je peux vous partager dès à présent. Hop. Donc le blog du modérateur qui a répertorié justement les recherches les plus... voilà, et donc... Voilà, on a le classement ici, la série émission de télé les plus recherchées en 2022, et donc Star Academy qui est en tête. On a ensuite House of the Dragon qui est 6ème, donc moi je m'attendais vraiment à ce que ce soit bien plus que ça, mais visiblement 6ème, donc très loin, la Starac est vraiment très loin devant. Et ensuite, qu'est-ce que j'avais mis du coup dans les autres, je me souviens plus. Bon bref, en tout cas, c'était pas... Ah oui, Seigneur des Anneaux qui n'apparaît pas dans le classement, ça m'a un peu étonné. Voilà, donc bon, c'est comme ça. Et Stranger Things, du coup, qui est 2ème. Voilà. Après, les autres séries, je vous avoue que je suis moins à l'aise. Damer, Euphoria, etc. Mask Singer, donc ça, c'est une émission de télé qui apparaît quand même 5ème des recherches. Donc c'est en français, j'ai bien insisté là-dessus. Voilà, donc du coup, pour cette première actu, on va continuer du coup avec... le 2e tour du coup, et donc en tête Benta 31, on va voir si jamais Benta maintient ou pas son score de leader. Alors remettez-vous sur l'onglet, je vais lancer du coup la question suivante. Hop, je montre juste un petit truc. Voilà. Ok, je lance la question numéro 2, c'est reparti. 5, 4, 3, 2, 1. Question numéro 2. Alors la question numéro 2, elle s'affiche. Quelle est la personnalité publique la plus recherchée en France en 2022 sur Google? Est-ce que c'est Will Smith? Est-ce que c'est Vladimir Poutine? Est-ce que c'est la reine Elisabeth II? Ou Anto par le web? Attention à ce que vous allez répondre. Je lis dans le chat en même temps. JP qui met Benta fan de la Starac. Margot non mais l'enfer. Ouais, Mask Singer en 5, j'étais assez étonné.
Ah mince. Et on enchaîne avec la question numéro 3. On reviendra sur la question précédente. YouTube va proposer une nouveauté en lien avec l'aspect communautaire. Quelle est cette nouveauté? Une rubrique de mise en direct de mise en avant des chaînes en direct, un système d'alerte pendant les YouTube Live, sa propre gamme d'émotes ou les points de chaîne pendant les YouTube Live. Et la réponse était sa propre gamme d'émotes. Donc je mets en pause. Je suis désolé, j'ai raté la réponse de la question précédente, mais je vais vous la partager juste après. Alors, pour ce qui est du coup de... Hop. Pour ce qui est du coup de la fonctionnalité... Voilà, je me suis planté. Attendez 2 secondes. Bon, ouais, vous savez quoi? Je vous montrerai tous les articles à la fin, ça sera plus simple. On va se focus d'abord sur le quiz, il faut un peu que je me rôde. Et puis je vous montrerai les articles à la fin pour vous prouver évidemment chacune des réponses. Donc pour le moment sur cette troisième question, on a Benta qui est toujours en tête avec 726 points. On a Alexis qui est passé deuxième avec 400 points et on a 007 qui est numéro 3 de ce classement. Donc on regarde un petit peu. Bob 5ème, Etidou 6ème et JP qui plafonne à 0 avec Margot et puis Loot également. Allez, il faut essayer de marquer quelques points quand même. JP, ça serait sympa parce que... ok, je vais sur la question suivante. C'est parti. Hop. Question numéro 4. Windows améliore un ancien outil de son système d'exploitation. Quel est-il? La gestion du multi-écran, l'outil pense-bête, l'outil capture ou le moniteur d'activité? À vous de répondre. Et la bonne réponse, c'était l'outil capture. Alors pour être plus précis, ça va être un outil de, ça va être la partie capture vidéo, puisque jusqu'à présent il n'y a pas eu en fait de, enfin c'est une fonctionnalité qui n'existait pas, donc je peux vous partager ça rapidement. Hop, hop. Voilà, donc ça c'est un article que j'ai trouvé du coup sur l'éclaireur Fnac. On peut enfin enregistrer son écran sous Windows 11, donc de façon en vidéo, ouais, pas une capture purement une image, un screenshot. Là, c'est vraiment de la capture vidéo. Et donc une fonctionnalité qui va arriver très prochainement. Je crois qu'actuellement elle est en test, si je me trompe pas. Voilà, et donc c'est ce qu'ils indiquent dans l'article. L'outil capture de Windows a déjà 20 ans, et croyez-le ou non, mais cet outil, malgré son nom, ne proposait jamais de capturer son écran en vidéo. Pour obtenir vos vidéos jusqu'à maintenant, il fallait soit activer Xbox Game Bar, soit utiliser un logiciel tiers. La première solution fait apparaître tout un menu par-dessus les fenêtres d'applications ouvertes. L'expérience au début peut déconcerter et il n'est pas possible d'enregistrer. Il n'est possible d'enregistrer que l'écran ou l'application en entier. La deuxième solution était un peu aléatoire, donc le fait de passer par une application tierce. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui va arriver prochainement sur Windows 11, la possibilité de faire de la capture d'écran vidéo. Non, on n'enchaînait pas les questions, c'est tout à l'heure, j'ai oublié de mettre sur pause en fait JP, c'est pour ça. C'est vraiment faute. En fait, j'avais prévu à chaque fois de faire une pause entre chaque truc pour vous montrer l'actu et voilà, échanger s'il y avait besoin. C'est juste que tout à l'heure, c'est ma faute, j'ai oublié de mettre sur pause, donc voilà, je me rôde comme vous. Et le classement qui bouge du coup, on a 007 qui est passé en tête avec 700 points, on a Benta qui a 626, donc Benta je sais pas, peut-être que tu as dû mal répondre ou je sais pas, est-ce que tu as pris un moins 100 ou quoi, et Alexis qui est toujours 3ème avec 300 points. Au niveau du classement du coup, on a Bob qui a 88 et Tidou 80, donc, et JP qui plafonne toujours à 0 avec Margot et Loot malheureusement. Allez les amis, essayez de marquer un point sur cette dernière question. Et qu'est-ce qui peut encore remporter? Donc si je regarde, si Alexis répond premier, je regarde les points. Si Alexis répond en premier, il prend 400 points, il a 700. Et que 007 fait une erreur, il a moins 100. Donc Alexis peut encore gagner. Benta aussi. Et 007 ben aussi évidemment. Donc tout va se jouer sur cette dernière question. Donc restez bien concentrés. Je vais du coup relancer du coup la partie d'ici 5 secondes. 4, 3, 2, 1. C'est parti, dernière question. Dernière question et dernier round. WhatsApp prévoit la sortie prochaine d'une nouvelle fonctionnalité. Quelle est-elle? Les messages éphémères, les messages cryptés, les messages à vue unique ou les messages par pigeon voyageur dans le métaverse?
Oui, j'ai mis un petit peu d'humour. Je me suis marré hier soir, j'avoue, à faire ce petit questionnaire. Et la réponse était les messages à vue unique. Il y avait un petit piège là-dedans puisque les messages éphémères, c'était quelque chose qui existait déjà jusqu'à présent. Et la victoire de 01007, bravo à toi 01007 du coup qui remporte ce tout premier quiz Déclic, donc bravo avec 900 points. Deuxième Benta avec 526 points et Bob le connaisseur qui arrive à la fin finalement à entrer dans le trio de tête. Désolé Alexis, Alexis du coup qui sort de ce trio de tête malheureusement, donc classement complet. On a 01007 en tête. Alors je vais faire un petit screen comme ça on aura ça, on conservera. Hop, je vais faire un premier screen de ça. Et ensuite, je vais faire un deuxième screen de ça. Comme ça, au moins, on aura tout. Tac. Voilà, donc c'est historique, hein, c'est notre tout premier quiz. Donc Alexis, malheureusement, 4ème. Sin qui finit 5ème. JP, Margot, Loot et Etidou qui finissent ex aequo. Donc voilà, il n'y a pas de dernier. Tout le monde est à ex aequo, c'est plutôt cool. Alors, rapidement, du coup, pour vous montrer cette actu, du coup, donc WhatsApp, effectivement, c'est un article de Phone Android qui nous dit que WhatsApp va bientôt permettre d'envoyer des messages à vue unique. Donc, l'idée, c'est que ça sera un message qui sera envoyé et que à partir du moment où il a été vu une première fois, il disparaît à tout jamais. Donc voilà, la dernière bêta d'Android de WhatsApp ajoute la possibilité d'envoyer également des messages à vue unique comme le montre l'image ci-dessous. L'option se démarque par la présence d'un petit canevas sur le bouton d'envoi. Lorsque celui-ci apparaît, cela signifie que l'utilisateur s'apprête à envoyer un message à vue unique qui s'effacera après la lecture. Tout comme pour les photos et vidéos à vue unique, il ne sera pas possible de copier ni de transférer ces messages. De la même manière, on imagine qu'il ne sera pas possible d'effectuer une capture d'écran pour conserver conserver en fait en image. La fonctionnalité est encore en développement. L'apparence du bouton et le fonctionnement général sont encore sujets à certaines modifications. On ne connaît pas encore la date de déploiement. Et donc l'actu sur laquelle tout à l'heure on est passé un peu vite où j'ai oublié de faire pause, c'était donc celle-ci. Et donc Utip qui intègre à la manière de Twitch des émotes et qui va créer son propre set d'émotes en fait. Et donc la plateforme de partage vidéo qui vient de lancer ses émotes maison disponibles sur les streams. L'entreprise a fait appel à 3 créateurs pour la partie création et conception de ces émotes. Donc dans le but de s'inclure un peu dans cette tendance communautaire. La culture de l'émote sur les streams est déjà bien ancrée depuis des années. Twitch notamment se distingue par une énorme communauté qui lui apporte ces petites images soutirées de mèmes à mettre dans la fenêtre de discussion. Elles permettent d'exprimer un sentiment, un état, un instant T, sans avoir à écrire longuement dans la discussion. Clarifions, les émotes ne sont pas nouvelles sur YouTube, mais la plateforme autorise déjà les créateurs à avoir leurs propres émotes. C'est simplement donc que eux en fait vont créer leur propre gamme d'émotes disponible pour tout le monde.